voit les prix Nobel et les savants qui peut rétrécir, voyager dans le temps, arbore sa pilosité, suppuca les pense en dehors du bocal. Qui sait expliquer ce qu'est la radiation? Contacte-t-on pour poser une question? Le professeur Moustache. Cher prof, pourquoi je m'ennuie toujours pendant l'amour? Ouh là là, la question pas du tout scientifique. Mais figure-toi qu'il existe des recherches sur le désir féminin. Ouais, attention, hashtag pincette. Normalement, quand une femme voit quelqu'un qui l'excite... Que ceci, madame? Rien. Briser la vitre en cas de bon coup. son cerveau enclenche un signal Faute de mieux. qui descend au vagin et provoque un afflux de sang dans les capillaires de la paroi, déclenchant son gonflement et sa lubrification. Bref, qui le prépare à l'accouplement. Pour mesurer cette excitation inconsciente, on utilise un photoplétismographe qu'on place dans le vagin. Ensuite, on diffuse une vidéo cobaye, ici Christine, hétéro. Et des rillettes d'humain, je vous en mets. Christine doit, de son côté, noter le niveau d'excitation ressenti. Je préfère le pâté de foie, en fait. Ainsi, on peut comparer ce dernier avec le niveau d'excitation inconscient du corps. Et bizarrement, chez certaines femmes, il y a un gros décalage. Et pour les végétariennes, alors? Il y a quelque chose qui laisse ces femmes indifférentes en haut, alors qu'en bas, c'est humide comme un menu vapeur. Mais quoi? Mais quoi? Il y a plusieurs hypothèses. Peut-être que ces femmes font du spectatoring. C'est le fait d'être focalisé sur ses performances et son apparence pendant l'acte, plutôt que sur ses sensations. Oh, s'il ouvre les yeux, il pourra voir mes gros trous de nez et se rendre compte que je suis moche. Une solution serait de leur donner de la Ritaline, le médicament qu'on donne aux enfants hyperactifs. Il a pris le ballon. Mbappé, dans ta tête. Dans ta tête. Dis donc, le gamin, il prend plus ses médocs ou quoi? L'idée serait d'aider ces femmes à se concentrer sur une tâche, notamment sexuelle. Me dis pas que t'as tout pris, Christine! C'est lui ou moi, Georges. Attention aussi à ne pas prendre le spectatoring pour ce qui n'est peut-être que du fucking train-train. Pourquoi j'ai la joue qui brûle? Ah, tiens, des miettes. Je rêve, vous dites que les femmes savent pas ce qu'elles veulent. Pas du tout. Je dis que ce qui excite le corps n'excite pas forcément la tête. Mais c'est évidemment cette dernière qu'il faut écouter. Attendez, je comprends plus rien. Pour séduire, il vaut mieux miser sur le pâté de foie ou sur les rillettes? Des infos sur le désir féminin, il y en a un peu plus. Je vous le mets quand même sur Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Bah moi, j'aimerais qu'on parle un peu du clitoris. Il y en a que pour les pénis, là. C'est vrai que le pénis est un organe plutôt rigolo, aux mœurs simples et joyeuses. La. Oh! Plus discrète et ténébreuse, et en apparence, la foufoune. Dans son fonctionnement, reste encore incompréhensible pour beaucoup. Je peux entrer? Tire la clitorette et la vaginette, cher rat. La clitorette? Oh non, je comprends pas. Il faut que j'aille acheter un outil chez Bricoshop ou ça se fait à la main? Pauvre petit, ne lui en veuillez pas, madame. Comme les organes reproducteurs de la femme sont internes, on eut longtemps un mal de chien à comprendre leur fonctionnement. Dites 33! Ben, 33? Hippocrate pensait que l'utérus était mobile. Il répond pas. Qui ça? Mais votre utérus, petite sotte, ah, il a dû se faire la malle. Il croyait que l'utérus se baladait dans le corps et provoquait des maux très variés. Je suis fatiguée. L'ignorance étant renforcée par un problème plus grave, le sexisme. Mention spéciale parmi tant d'autres à Arrêté de Cappadoce qui disait « L'utérus, c'est l'animal dans l'animal. C'est bien plus tard que Dr Hélène O'Connell se rendit compte qu'en opérant la prostate des hommes, on faisait très attention à ne pas abîmer le nerf érecteur. Ce qui n'était pas du tout le cas chez la femme. Et ça, c'était pas au 19e siècle, c'était en 1998, année de l'euphorie. On a tout compris à la foufoune. Et ce n'est qu'au début des années 2000 qu'elle put observer le clitoris à l'IRM. Et là, on découvrit que le clitoris était bien plus grand qu'on ne le pensait et avait la forme d'un papillon. Viens, n'aie pas peur.
aussi. Pour mieux comprendre comment fonctionnent ces grandes branches sans choquer les pénis de moins de 12 ans, faisons appel à l'ami des petits. Dis, maman, ça marche comment un clitoris? Mais c'est très simple, les enfants. Mama clito. Et hop, mes corps caverneux, mes corps spongieux. Et là, c'est l'entrée du vagin où je vais recevoir papa. Oh, quelle bonne idée! Alors je suis très excitée par Papa Tub. Quand je pense que je passe pour le sexe faible, alors que, c'est qui domine là? Si vous connaissez des gens qui pensent encore que clitoris est le nom d'un vieux philosophe grec, alors tapez « Tu mourras moins bête » sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Cher prof, j'ai une question que je me disais en moi-même comme ça. Comment ça marche l'érection chez un monsieur? Platon ne disait-il pas: il n'y a rien de plus triste qu'un pauvre petit pénis, seul, abandonné et impuissant. Ah non, je pense pas, non. Oh, là-bas, un faludacé échoué. Impossible de remettre en mer un pauvre faludacé de la famille des pénisoïdes quand il est tout mou. L'idéal serait qu'il soit en mode dur. Hélas, tout ça ne se commande pas. J'y arrive pas. Pourquoi il pleure, le dauphin? Mon Dieu, comment expliquer l'érection à des enfants? Aristote ne disait-il pas? Non, c'était pas lui. Si je mets mes lunettes qui permettent de voir à l'intérieur des gens, que vois-je dans le zizi? 2 grands corps caverneux et un corps spongieux. La plupart du temps, le pénis est au repos, tranquille, affalé dans le canapé. Pour que le pénis reste flasque, il faut que les corps caverneux, paradoxalement, restent tendus pour ne pas trop s'imbiber de sang. Attention, le chat, je le sens pas. C'est super utile d'être mou. Ça permet de mieux amortir les chocs de la vie. Puis arrive un moment où le cerveau perçoit un truc comme super excitant Encore une clé! Merci, monsieur Fouras. et envoie au corps caverneux l'ordre de se relâcher, d'ouvrir les vannes et de stocker un max de sang, un peu comme des bouées de zodiaque. L'érection est un vrai challenge anatomique, car le pénis doit à la fois maintenir un max de sang pour être tout dur, tout en le laissant circuler pour être alimenté en oxygène, sans se dégonfler une seconde. Heureusement, Dieu a fait Polytechnique, option Tub. Je crois que j'ai trouvé la solution pour le projet Pistouflette insubmersible. Le génie a été de placer les corps caverneux dans ce qu'on appelle la tunique albuginée. Au repos, les corps caverneux sont alimentés en sang par les artères, puis le sang repart librement par les veines. Comme ces dernières sont sous la tunique, quand les corps gonflent, elles se retrouvent toutes serrées dans leur pull. Ça presse et ça coupe ainsi le retour veineux. Le zboob reste ainsi gonflé un temps. C'est ce qu'on appelle l'occlusion veineuse passive. Dra, dra. Bon, après, il y a des cas où ce mécanisme part en sucette et le faludacé ne peut plus redevenir flasque. C'est le priapisme. C'est super dangereux. Si l'anatomie et le mode de vie des faludacées vous fascinent, alors tapez Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Cher prof, je suis un homme gentil et bien éduqué, et pourtant j'adore me moquer des gens qui passent à la télé. Oh, pourquoi? Signé Jean-Paul Goduchot. C'est dégueulasse. Tu m'étonnes que le monde aille mal. Les gens sont tellement sadiques. Mais non, Jean-Paul nous fait juste une petite crise de Schadenfreude. Quoi? Schadenfreude. Comment traduire ça? Disons, joie mauvaise en allemand. Ça arrive à tout le monde devant le malheur d'autrui. Ben non. Monsieur, le Schadenfreude est l'œuvre du striatum ventral du cerveau là. En temps normal, c'est lui qui gère entre autres l'appétit ou la motivation. Allez, finis ce tableau Excel et t'auras double ration de frites à la cantoche. Youhou! J'ai eu une augmentation de 3000 €, les gars. Youhou! Ah, bravo Jean-Denis. C'est fou. Bravo, Jean-Denis. Non, mais de rien. Mais parfois, le striatum provoque aussi ce petit plaisir sadique qu'on ressent quand une enflure qu'il a un peu trop ramenée se rétame. Bien fait. Le nul! J'ai jamais pu le saquer, de toute façon. On le fait tous, toi aussi, Nat. Non. On m'a appris l'empathie, moi, monsieur. Ah, mais le Schadenfreude ne s'apprend pas, c'est inné.
2014, lors d'une expérience, on a demandé à des mamans de cajoler des bébés inconnus sous les yeux de leur enfant à elle, âgé de 2 ans. Oh, tu as vu, Lohan, le joli bébé qui est pas du tout le mien? Bref, rien à signaler jusqu'au moment où l'on demandait à la mère de faire tomber de l'eau sur le bébé inconnu. Et là, explosion de Schadenfreude chez Lohan. Bam! C'est ma mère dans ta face! Non, non! Vous souillez l'innocence. Oh, j'entends rien. Non, 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 Je te comprends, Nathanaël. Éprouver du Schadenfreude, c'est socialement super honteux. Pourquoi croyez-vous que Jean-Paul regarde les téléréalités? C'est affreux, Kikilune. Vous chantez comme une meule. En vérité, on regarde ces émissions parce qu'elles nous permettent de Schadenfreuder sadiquement, en groupe, de manière totalement décomplexée. Mais oui! Grosse maligne, ça t'apprendra à te la péter. L'humain est une crotte. Oui, c'est vrai, mais vous pouvez aussi lui présenter des émissions de qualité qui vont stimuler son lobe frontal, zone de la logique, de l'apprentissage et du jugement. Comme par exemple, Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça... Mes enfants seront médecins ou chercheurs parce que ce sont des métiers sérieux et dignes, n'est-ce pas? Mais d'où vient cette idée que parce qu'ils ont découvert des trucs géniaux, les chercheurs sont forcément sérieux? En route vers le XVIIe siècle. Voici Hennig Brandt. En 1669, il eut une idée pour le moins un peu punk. Je vais distiller de l'or Super! à partir de mon urine. Brandt rassembla 50 seaux d'urine qu'il laissa s'évaporer. Je vais être riche. Ah, flûte, j'y suis à sec. Après obscure manipulation, il obtint une pâte cireuse qui luisait. Oh! Et qui s'enflammait spontanément. Il venait de découvrir, sans le savoir, le phosphore. Joli coup, le phosphore allait coûter bien plus cher que l'or. Youpi! Sauf qu'il fallait 5500 litres de pipi pour produire seulement 120 grammes de phosphore. Merdaille. C'est Carl Wilhelm Scheele qui trouva un moyen de produire du phosphore sans avoir à déshydrater tout un régiment. Et malgré les apparences, mon petit Scheele était assez dingue dans ses pratiques. Foisy du cyanure à titre chienne, hein? Et ça, du mergua. Scheele avait la fâcheuse tendance de goûter toutes les substances qu'il découvrait. Sans doute totalement pété, il était incapable de faire part de certaines de ses découvertes, dont celle du chlore. Le chlore, ça pique un peu. Gras. C'est 30 ans plus tard qu'un certain Humphrey Davy découvrit le chlore pour de bon. Miséricorde. Mais, comme on dit en sciences fondamentales, c'est celui qui le dit qui est. Car Davy, lui, se shootait au gaz hilarant. Ah, c'est vrai que le chlore, c'est rigolo. On pense qu'il en mourut. À la même période œuvrait Carl von Linné, le naturaliste suédois connu pour son système de classification des espèces. Margaritus jardinum. Un grand homme, certes. Pourtant, c'était un gros obsédé. Comment l'avez-vous baptisé, maître Linné? C'est une clitoria ternata. Ça sent fort, hein? Il aimait donner des noms charmants aux diverses espèces de moules. Vulva. Pareil pour les palourdes. Pubès, anus, labia, hymen, Si vous voulez encore plus de scientifiques qui mangent, sniffent ou boivent tout ce qu'ils recherchent, tapez Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même.